Et si le vrai mystère n'était pas ce que nous savons, mais ce que nous ne nous appliquons pas à nous-mêmes, qui nous accompagne chaque jour. Découvrons cela à travers un vieux proverbe qui met en lumière une contradiction. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors que le cordonnier maîtrise parfaitement la fabrication des chaussures des autres, les siennes s'usent de manière paradoxale. Ce n'est pas une simple plaisanterie linguistique. Au XVIe siècle, Montaigne écrivait « C'est clairement une tendance humaine », d'où son idée centrale. Il est plus facile de voir les défauts des autres que les nôtres. Ainsi, l'approche de Montaigne demeure la plus plausible. Pour expliquer la pérennité historique du proverbe. Cependant, il existe une version dramatique qui le relie à la Première Guerre mondiale et des soldats qui sont devenus cordonniers après avoir été blessés. Cependant, sa force émotionnelle ne la rend pas plus probable, car la diffusion de ce proverbe est bien antérieure à 1914. Et maintenant, une autre rubrique. Parlons de l'origine du mot, pour ajouter un peu de piquant à l'histoire. Le mot cordonnier ne vient pas de cordon, mais de Cordoue en Andalousie. Il existe un cuir luxueux appelé cordouan, qui est devenu très populaire. Le métier était cordouiller, puis le mot a évolué au fil des siècles pour devenir cordonnier. C'est ainsi que voyagent les mots, tout comme voyagent les idées, entre les époques et les professions. Maintenant, inversons les rôles. Êtes-vous escapiste avec vous-même? Premier test, vous précipitez-vous pour aider les autres avant vous-même? Deuxième test, remettez-vous souvent vos affaires personnelles à plus tard sous prétexte faire ça plus tard? Troisième test, exigez-vous la perfection pour vous-même alors que vous vous contentez pour vos clients de ce qui est efficace et performant? Si vous répondez oui 2 fois ou plus, vous êtes dans une situation paradoxale par excellence. Alors, commencez par vous traiter comme le client numéro 1. En résumé, quand vous enfilez vos bonnes chaussures, le chemin est long et vous servez mieux les autres. Maintenant, approfondissons cette parabole. Passons ensemble à l'épisode du podcast aujourd'hui. Bienvenue Evelyne. Aujourd'hui, on va se pencher sur une expression que tout le monde connaît, je pense. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais derrière, en fait, il y a toute une histoire, des aspects sociaux et puis ces petits paradoxes humains qu'on aime bien explorer. Oui, tout à fait. Et on va justement s'appuyer sur une analyse assez fouillée qui décortique un peu les racines culturelles, historiques de ce proverbe. L'idée, c'est vraiment de voir d'où vient cette image, pourquoi elle est si parlante, de saisir son ironie aussi, et puis surtout de faire un tout tour du monde pour voir comment d'autres cultures expriment la même idée de fond, quoi. C'est un peu comme une enquête sur une idée qui voyage finalement. Comment une petite phrase sur des chaussures peut en dire autant sur notre rapport au travail et peut-être à nous-mêmes. Bon alors, commençons par le commencement. D'où ça vient cette image du cordonnier qui néglige un peu ses propres pieds? Alors ça nous ramène directement au cœur de la vie des villes, au Moyen-Âge, à l'époque moderne.
C'est l'époque des corporations, des métiers bien organisés. Il faut s'imaginer un peu ces artisans, les cordonniers, bien sûr, mais aussi les forgerons, les tailleurs, les menuisiers. C'était eux qui faisaient tourner l'économie locale, en fait. Ah oui, le fameux tissu artisanal des villes. Exactement. Et leur quotidien, il est rythmé par les commandes des clients. La production, elle est toujours tournée vers l'extérieur, vers autrui. Le client d'abord et l'artisan, il passe après, c'est ça? C'est exactement l'idée. Le proverbe, c'est pas juste une jolie formule, hein. Ça reflète une vraie tension. L'artisan est complètement absorbé par ce cycle de production, de vente. Il faut répondre à la demande, livrer à temps, soigner la réputation de l'atelier. Et du coup, ses propres besoins, ses propres chaussures, ça attendra. C'est un fait social, presque une règle non dite de l'atelier. Et ça nous amène pile au cœur du truc, cette ironie si particulière. C'est quand même fascinant, ce décalage. La personne qui a le savoir-faire, la compétence technique, elle n'arrive pas ou elle ne prend pas le temps d'en profiter pour elle-même. Tout à fait. Et c'est une ironie qui, comme le dit l'analyse, provoque un rire grinçant. Ça pique un peu, quoi. Ça pointe une vérité un peu dérangeante. Avoir la compétence, ça ne suffit pas. Ça ne crée pas automatiquement le temps, ni les ressources, ni même juste l'envie ou l'attention pour s'occuper de soi. Il y a une sorte de fatalité un peu douce amère là-dedans. L'image française est très visuelle, je trouve. On imagine bien ce maître artisan, peut-être le meilleur de la ville, entouré de ses cuirs, de ses outils rutilants, et puis ses propres chaussures qui sont complètement déglinguées. Le contraste est saisissant, presque théâtral. Tellement puissant ce contraste, qu'il a fait des petits partout. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, voir comment d'autres cultures ont repris cette idée de base pour la traduire avec leurs propres images, leurs propres métiers symboliques. Alors, allons-y pour ce petit tour du monde des paradoxes artisanaux. On commence par où? Chez nos voisins, anglophones peut-être? Oui, alors la version anglaise, elle est intéressante parce qu'elle introduit une petite nuance. The shoemaker's children go barefoot. Donc, les enfants du cordonnier vont pieds nus. Là, l'ironie, elle est déplacée sur la famille. C'est plus l'artisan lui-même directement, mais c'est son entourage proche qui subit les conséquences de cette focalisation sur le travail extérieur. La négligence, elle ricoche en quelque sorte. Ah oui, l'idée reste, mais le cadre s'élargit un peu. D'accord. Et si on va voir du côté de l'Espagne? Espagnol, on dit en casa de herrero, cuchillo de palo. Chez le forgeron, le couteau est en bois. Et en portugais, c'est très proche. En casa de ferrero, espeto de pau. Chez le forgeron, la broche est en bois. C'est fort, non? L'artisan qui maîtrise le métal, le feu, se retrouve chez lui avec des ustensiles basiques, en bois. La dissonance est énorme. L'outil essentiel, il est dégradé dans la maison de l'expert. Ah oui, ça marque ça. Le bois chez le maître du fer. Et l'Italie alors? Elle reste fidèle au cordonnier au fond? Oui, tout à fait. L'italien, il calzolaio va con le scarpe rotte. Le cordonnier marche avec des chaussures trouées. C'est très très proche du français. Et c'est pareil pour les versions germaniques. En allemand, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Le cordonnier a les pires chaussures. Et en néerlandais, c'est quasiment la même chose, un calque. On sent bien que cette image a circulé dans une Europe où l'artisanat urbain, les guildes, c'était très important.
D'accord. Et si on va plus vers l'Est, cette idée, elle prend quelle forme? Alors, dans les langues slaves, on retrouve souvent une forme très concise, très percutante. Le russe, sapojnik bez sapog, le savetier sans bottes, c'est d'une simplicité redoutable. Le polonais, szewc bez butów chodzi, le cordonnier marche sans chaussures. Ça insiste vraiment sur l'absence. Et puis il y a la version tchèque qui est assez savoureuse, je trouve, avec une touche animale. Kovarjova kobilak rodi bossa. La jument du forgeron va pieds nus. Là encore, comme pour les enfants en anglais, l'ironie est déplacée sur un proche de l'artisan, ici, son animal de travail, qu'il oublie de ferrer alors qu'il s'occupe de ceux des autres. La jument pieds nus chez le forgeron. C'est une image géniale, ça. Très parlante. Et si on quitte l'Europe maintenant? Le voyage se poursuit en Turquie, on change de domaine, on passe au textile. Terzi kendi sökünü dikemez, ça veut dire le tailleur ne peut pas recoudre sa propre déchirure. La logique est la même, mais appliquée à un autre savoir-faire essentiel. Au Japon, il y a deux variantes magnifiques. D'abord, Konya no Shiro Abakama, les pantalons blancs du teinturier. Le paradoxe est subtil, visuel. Celui qui maîtrise les couleurs porte du blanc, l'absence de couleur, quoi. Et une autre, très connue aussi, Isha no Furyojo. Le médecin néglige sa propre santé. Là, on touche à quelque chose de vital, évidemment. Ah oui, le médecin malade, un grand classique. Et du côté du Moyen-Orient? Là aussi, on trouve des images très directes, très ancrées dans le quotidien. Il y a une expression persane qui parle du potier qui boit dans un pichet ébréché. Celui qui fabrique des objets parfaits utilise pour lui-même un objet abîmé. En arabe, on a l'équivalent direct. El iska fi hafi, le cordonnier est nu-pied. C'est très clair. Mais il y a aussi une image très forte liée au bois. Bab an-Najjar makhloua. La porte du menuisier est déboîtée ou même arrachée. Sa propre porte, le symbole de son art, est en mauvais état. Ce qui est fou, c'est cette diversité d'images. On passe des chaussures, au couteau, aux broches, à la jument, aux vêtements, à la santé, aux poteries et aux portes. Chaque culture semble puiser dans son propre univers quotidien, quoi. Mais au fond, le message, il bouge pas. C'est exactement ça. Le fond reste le même. La compétence est orientée vers l'extérieur. Elle est exportée, comme on disait. Et elle ne revient pas nourrir celui qui la produit. C'est comme si chaque culture choisissait le métier ou l'objet qui, pour elle, symbolise le mieux cette tension entre le savoir-faire et l'application à soi-même. On voit bien des pôles se dessiner, le cuir et le métal en Europe, le textile en Turquie, la santé ou l'esthétique au Japon, les objets du quotidien dans le monde arabe ou persan. Et ces variations, elles ne sont pas juste anecdotiques, j'imagine. Le couteau en bois, ça insiste sur la dégradation de l'outil. Le pantalon blanc du teinturier, c'est un paradoxe presque conceptuel. La jument ou les enfants, ça déplace la négligence sur l'entourage. La porte déboîtée, ça touche à l'habitat même de l'artisan. Oui, tout à fait. Ces nuances, elles affinent l'ironie, elles l'adaptent au contexte culturel, à ce qui est ressenti comme une contradiction particulièrement forte dans cette société-là. Mais cette structure de base, ce paradoxe fondamental, il est tellement solide qu'il traverse les siècles et les frontières sans problème.
tellement solide qu'on pourrait presque parler d'un archétype, non? Cette figure du professionnel qui donne des leçons aux autres, mais qui ne les applique pas pour lui. On peut la transposer à tellement de situations aujourd'hui. Ah mais complètement. C'est un véritable moule narratif comme le suggère l'analyse. Le consultant en organisation dont le bureau est un vrai capharnaüm, le coach sportif qui ne bouge pas de son canapé, le conseiller financier qui est toujours à découvert, le développeur web dont le site perso date de Mathusalem. L'image fonctionne toujours parce qu'elle touche à une expérience humaine très très commune. Et même avec le numérique, ça change rien, hein. Le graphiste avec un portfolio en ligne tout vieillot, le community manager qui oublie ses propres réseaux. On a l'impression que ça perdure, hein. On pourrait même dire que ça s'accentue parfois. Avec la pression de la visibilité, la nécessité de se vendre en ligne tout le temps, ça peut renforcer cette tendance à tout donner pour l'image extérieure, pour le client, pour l'audience, et à délaisser son propre jardin, qu'il soit réel ou numérique. Donc oui, l'archétype du cordonnier mal chaussé a encore de beaux jours devant lui, je crois. C'est un archétype qui inspire beaucoup la littérature, la satire, le cinéma. Cette petite touche d'ironie sur l'expert qui a ses failles. Bien sûr, c'est une source inépuisable pour créer des personnages, pour les rendre plus humains aussi peut-être. L'image de l'artisan qui réussit mais qui est personnellement négligé, c'est un classique. Ça crée une tension tout de suite, un contraste qui dit quelque chose sur le personnage ou sur la société. C'est comme une petite fissure dans la façade de la compétence parfaite. Et si on essaye de creuser encore un peu, quelle philosophie, quelle vision du travail se cache derrière cette persistance ? L'idée du capital d'attention limité, ça semble assez central, non ? Oui, cette idée de capital d'attention ou de ressources, le temps, l'énergie, la concentration, elle est essentielle. Le professionnel, l'artisan, il investit ce capital là où ça rapporte, là où il y a une demande claire, un client. C'est logique d'un point de vue économique, mais ça crée forcément un déséquilibre. L'analyse suggère que le proverbe fonctionne un peu comme une critique douce, pas du travail en soi, mais peut-être de la façon dont l'économie de service ou la spécialisation à outrance peut mener à une forme d'aliénation. Une aliénation douce alors ? Ce qu'on produit pour les autres ne nous revient plus ou pas assez ? C'est une lecture possible, oui. Le proverbe par son côté ironique. Il nous rappelle cette déconnexion qui peut exister. Il ne juge pas vraiment, mais il pose une question en creux. Comment on fait pour que les bénéfices de notre savoir-faire circulent aussi vers nous ? C'est un problème de priorité personnelle, de pression sociale, de structure économique. Bon, le proverbe ne donne pas la réponse, mais il pose la question avec humour. Il y avait aussi, on l'a un peu évoqué, ce contexte historique lié au statut des métiers manuels. Effectivement, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, ces métiers manuels ont été un peu dévalorisés par rapport aux professions intellectuelles ou libérales. Et dans ce contexte-là, on peut imaginer que ces proverbes, qui sont nés au sein même de ces communautés d'artisans, c'était aussi une façon d'exprimer une forme de fierté, une identité propre. Une sorte de « regarder ce qu'on sait faire, c'est essentiel », même si on n'en profite pas nous-mêmes. Une forme d'autodéfense mélangée à de l'autodérision. C'est très probable. Il y a un mélange assez fin. La conscience d'avoir un savoir-faire concret, essentiel pour la société, c'est nous qui chaussons le monde, et en même temps, cette lucidité un peu désabusée sur sa propre situation, mais regarder nos propres pompes.
C'est une forme de sagesse populaire qui reconnaît la valeur du travail, mais aussi ses paradoxes, ses contraintes. Ça pourrait expliquer aussi pourquoi on trouve moins d'équivalents directs pour les professions intellectuelles traditionnelles. L'ironie visuelle, le manque concret sur l'artisan lui-même, ça frappe plus fort. Et cette capacité à l'autodérision, finalement, à se reconnaître soi-même dans cette petite faille universelle, c'est peut-être ça le secret de sa longévité. Je pense que c'est un élément absolument crucial, oui. Ce proverbe, il ne pointe pas du doigt un coupable extérieur. Il nous tend un miroir, en fait. Qui n'a jamais ressenti ce petit décalage? Le chercheur spécialiste de la gestion du temps qui est toujours à la bourre, l'enseignant qui parle de curiosité mais qui ne lit plus pour lui, le grand chef qui mange un sandwich vite fait sur le coin du plan de travail. On reconnaît toutes et tous notre propre angle mort, ce domaine où notre expertise semble ne pas s'appliquer à nous-mêmes. C'est presque rassurant finalement de savoir que c'est une expérience aussi vieille et aussi partagée. Exactement. Il y a une forme de reconnaissance collective dans ce proverbe. Il nous dit un peu, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Et cette universalité de l'expérience, cette petite faiblesse humaine qu'on partage tous, ça rend le proverbe toujours pertinent, toujours capable de nous faire sourire ou réfléchir bien au-delà de l'image littérale du cordonnier. Bon, alors, si on devait résumer un peu l'essence de tout ça, On pourrait dire que toutes ces images qu'on a vues, la botte qui manque au savetier russe, le couteau en bois du forgeron espagnol, la jument sans fer du tchèque, le pantalon blanc du teinturier japonais, la porte déglinguée du menuisier arabe, ou même la santé fragile du médecin. Tout ça, ça forme une espèce de constellation culturelle absolument fascinante. Chaque culture utilise ses propres objets, ses propres métiers pour raconter au fond la même histoire universelle. Ce paradoxe de la compétence qui a du mal à profiter à celui ou celle qui la possède. C'est une observation très fine sur notre condition humaine au travail et exprimée avec une richesse, une variété assez incroyable. et pour terminer, peut-être une dernière pensée à laisser mûrir. Oui, peut-être juste ceci. Si ce proverbe et toutes ces variations nous amusent ou nous font un peu grincer des dents depuis si longtemps, c'est sans doute parce qu'il nous invite, avec une sorte de bienveillance ironique, à une forme d'introspection. Pas pour nous faire culpabiliser, mais plutôt pour nous encourager à chercher un meilleur équilibre, peut-être une plus grande cohérence entre ce qu'on sait faire pour les autres, pour le monde, et ce qu'on s'accorde à nous-mêmes. Une invitation subtile finalement à prendre le temps de mieux se chausser soi-même, au sens propre comme au figuré. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, regardez aussi nos vidéos précédentes.